Bonjour, ici Perrine Gruat. Bienvenue dans Canary Call, le podcast dédié aux gens qui font la transition écologique et solidaire des entreprises. Dans les mines de charbon, le canari, plus sensible que l'homme à la qualité de l'air, alertait les mineurs en cas de fuite de gaz toxiques. Lorsque le canari s'agitait dans sa cage, cela signifiait que les hommes devaient sortir de la mine en urgence. De nos jours, les canaris sont observés par les chercheurs en tant qu'indicateur environnemental. Ce petit oiseau a la faculté de détecter des dangers environnementaux proches, l'amenant à fuir son habitat naturel. Il permet aux scientifiques d'anticiper de potentielles catastrophes. J'ai donc décidé d'aller à la rencontre des pionnières et des pionniers de la transition écologique et solidaire. Cela fait une vingtaine d'années que j'ai la chance d'accompagner les talents de l'innovation, du digital et de l'entrepreneuriat via le recrutement, la formation et le coaching. Je suis persuadée que le déclic viendra de ces passionnés, curieux et pédagogues, avides d'impact, et qui sauront convaincre plus que contraindre, jouer collectif plus que briller, apprendre en faisant aujourd'hui plutôt que d'attendre un plan parfait demain. À travers ces entretiens, vous allez faire la connaissance de ces femmes et de ces hommes qui font bouger les lignes au service d'une économie durable et inclusive. Pleine d'énergie, tout en sourire, quand Cyrielle explore son ombre, c'est son engagement qui se révèle. Le rythme de parole de Cyrielle en dit long sur sa façon de dévorer la vie. Le vivant, elle se bat bec et ongles pour le protéger. La puissance d'agir, elle se l'accorde sans faire de compromis avec sa féminité. Cyrielle, coûte que coûte, avance, quitte à faire des blessures du passé, de la maladie, des moteurs pour aller de l'avant. L'échec fait naître de nouveaux projets. Rien ne sert de ruminer, l'important est de se projeter de manière positive. Cette conviction, Cyrielle se l'applique personnellement et nous la transmet afin que nous restions optimistes et donc proactifs quant à l'avenir de la planète. Actuellement, c'est en tant que présentatrice de l'émission Objectif Raison d'être, chez BFM Business, que Cyrielle nous passe ses messages engagés. Dans cet épisode, nous parlons de vie, de mort et surtout d'envie. Bonjour Cyrielle. Bonjour ma Perrine. Sympa d'arriver avec le sourire comme ça, c'est agréable. Écoute, tu sais mettre à l'aise, en plus aujourd'hui il fait beau donc ça serait difficile de pas l'avoir. Et justement, d'où tu arrives pour faire cette interview ? Là, j'étais chez BFM Business pour justement teaser mon émission qui passe donc ce soir, nous sommes un vendredi, pour parler voilà de quels dirigeants engagés ai-je interviewé cette semaine. Alors, tu es présentatrice de Objectif Raison d'être chez BFM Business. Tu as inventé ton métier, qui est de mener des interviews positives de changemakers. Comment as-tu cheminé jusque-là ? Alors, c'est une très longue histoire, mais on va la faire très courte ici. Tout vient d'un call to action personnel, d'un voyage humanitaire qui m'a permis de me déceler une pathologie cardiaque. Et ensuite, j'ai été opérée du cœur dans la foulée. Et c'est là que j'ai vraiment eu mon canary call, dans le sens où une mission de quelques jours dans un des pays les plus pauvres au monde, dans les camps de réfugiés Rohingyas. Et cette mission-là m'a permis de me faire un check-up médical la veille de mon départ qui, elle, m'a permis de me déceler une cardiopathie congénitale. Donc, dans la vie, pour moi, voilà, je l'ai pas vu comme un hasard. Mais en tout cas, j'ai vu une corrélation. J'ai vu que l'engagement que je portais à ce voyage m'a permis de me soigner. Et je me suis dit, oula, il y a quelque chose à faire. Je ne suis plus la même. J'ai frôlé la mort. J'ai croisé des regards dont je me souviendrai toute ma vie. Qu'est-ce que je peux faire maintenant que moi, je suis soignée ? Ce qui n'est pas le cas de ces gens-là, les Rohingyas. Malheureusement, voilà, leur avenir est très, très critique encore.
Et puis l'avenir, voilà, de notre environnement. Et je me suis dit, moi, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Eh bien, si je tendais mon micro aux personnes qui sont des changemakers. Et changemakers, c'est quoi? Ce sont des personnes qui ont des solutions. Et pour enrober tout ça, ce sont notamment les solutions aux 17 ODD, donc des Objectifs de développement durable des Nations Unies. Et ça fait du coup depuis 5 ans que je fais ça. J'ai commencé toute seule, sans business model, avec un simple blog en mars 2015. Et ensuite, j'ai fait ça sur Ushuaïa TV pendant 3 saisons, dans Ushuaïa le Mag, sous forme de chronique. Et ensuite, j'ai fait ça aussi une année en quotidienne, sous forme de chronique, d'un circuit court sur Europe 1. Et là, j'ai élargi mon champ d'action, c'est-à-dire que je n'interviewe pas plus uniquement des entrepreneurs ou des entrepreneurs sociaux, mais également des grandes figures de l'environnement comme Jane Goodall, Pierre Rabhi, Nicolas Lowe, Yann Arthus Bertrand, ou comme j'ai pu avoir, pourquoi pas Arnold Schwarzenegger ou Robert Redford, mais aussi nos dirigeants français, parce que effectivement, c'est très bien que sans nos grands dirigeants, nos grandes entreprises, l'impact est quand même beaucoup plus puissant quand les grands mastodontes s'y mettent aussi à réduire leur impact carbone, à changer leur partie prenante, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, l'impact, je vais le chercher, je vais challenger chaque semaine les grands dirigeants, les grandes entreprises sur leur engagement RSE, mais surtout vis-à-vis de leur raison d'être ou de leur mission via effectivement la société à mission, ou pourquoi pas leur engagement Bicorp, parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont en quête de cette labellisation américaine, l'une des plus pointues, voire la plus pointue au monde. Donc c'est vraiment finalement le cœur, le corps qui t'a fait avoir ce déclic, si je comprends bien. La peur de la maladie, la peur de la mort et cette prise de conscience, elle s'est faite effectivement juste après, parce qu'avant j'étais très focus en me disant est-ce que je vais me réveiller ou pas après mon opération, donc du cœur, je sais pas si je l'ai dit, voilà. Et c'est effectivement, c'est 8 mois après, quand j'ai recouvré mon énergie, que je prenais plus de médicaments, après mon opération, c'est là que je me suis dit j'ai envie de m'intéresser aux gens, voilà, qui mettent du sens. Moi, mon sens, c'est aller voir des gens qui sont ambitieux sur l'avenir, qui ont une vision long-termiste et qui veulent soigner. Et ça tombe bien parce que l'une des chansons qui quand même m'a bercée, c'est Heal the World de Michael Jackson. Et aujourd'hui, on peut résumer ça. Aujourd'hui, je tends mon micro aux personnes qui veulent soigner les maux MAUX de notre planète. Alors aussi bien chez les entrepreneurs et les petites startups, ou alors, bien évidemment, nos dirigeants, parce qu'aujourd'hui, tout le monde parle de la planète. Et puis là, d'autant plus post-crise, on a parlé beaucoup des enjeux sociaux et sociétaux. Tu as fait des études de communication et commencé dans les médias sur des sujets plus traditionnels. Et finalement, quand tu as eu ce déclic, tu étais déjà passé à l'action de changer de voie. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui t'a poussé à passer à l'action? La frustration. La frustration quand on est assistante dans une rédaction, de pas pouvoir voyager, en tout cas pour aller faire des sujets hors de l'Île-de-France. Donc ça, je me suis dit, mais en fait, c'est plus possible. Ça me frustre. Et puis c'est vrai que j'avais toujours voulu. En fait, voilà, être l'actrice de mon propre format, de mon propre projet, et pas être l'assistante de quelqu'un. J'avais envie de leader mes propres choix, mes propres envies, en fait. J'avais pas envie qu'on m'impose des sujets. Parce qu'effectivement, le fait qu'on m'impose des sujets, j'étais auparavant 3 ans dans une émission animalière, avant que tous de 21-23 ans. Non, de 23-26 ans, pardon. Je me suis dit, mais en fait, j'ai envie d'aller au-delà du monde animalier. Et j'ai envie aussi de découvrir, et puis pas seulement qu'on m'impose tel ou tel sujet. Et c'est effectivement l'envie de créer et de leader mon business aujourd'hui qui m'a fait, mais en fait, je veux me lancer, en fait. Je veux me lancer en mon nom, je ne veux pas être l'assistante d'eux, je ne veux pas écrire les fiches d'eux, en fait, je veux juste écrire mes propres fiches, en fait. Et donc, voilà. Et tu savais déjà sur quoi à l'époque ou finalement c'est venu
voilà, du corps, de l'intuition, comment ça s'est passé, le choix du sujet? En grandissant, je me suis dit que j'allais un jour m'intéresser au monde de l'humanitaire. Et pourtant, en fait, je regardais en boucle les clips engagés, en tout cas qui est pour moi la pop star qui a le plus fait de clips engagés. Hein. Si on les regarde aujourd'hui, on voyait la misère, les guerres, la déforestation, voilà. Hein. Donc, en fait, j'ai grandi en boucle. Hein. Encore aujourd'hui, quand je regarde son clip dans les favelas de Rio, avec le peuple et tout. Enfin voilà, il était le seul à y aller sans gilet pare-balles quand il a mis un highlight en 95 avec Spike Lee. Donc je parle toujours de Michael Jackson. Donc voilà, c'était pas en mode je suis sur des voitures à Ferrari bling bling et puis avec des colliers non, lui c'était plutôt regarder la misère, aller dans la rue, ces gens-là on les regarde pas. Tout ce que j'ai envie de vous dire c'est qu'on en a rien à faire de nous. They don't care about us. Et ça, je pense que encore il y a beaucoup d'ethnies. On l'a vu d'ailleurs. J'ai vu qu'il y avait des manifestations où ils reprenaient d'ailleurs ces paroles de ce clip très engagé contre justement les défavorisés, les gens qu'on ne regarde pas. Et donc en fait, ça m'a guidée. C'est vrai que ça m'a guidée d'écouter ces chansons et de regarder ces clips en boucle jusqu'à 25-26 ans. Et c'est là que je me suis dit, en fait, j'ai envie d'aller sur le terrain parce que c'est bien beau d'avoir ma petite larme aux yeux assise dans mon appartement parisien. Et si petit soit-il, mais peu importe, en tout cas dans mon petit confort à regarder ces images en boucle depuis 25 ans, 20 ans, qu'est-ce que tu fais toi Cyrielle? Vas-y. Et c'est là que j'ai créé mon projet, mon programme télé, que j'ai trouvé un producteur pour pouvoir m'accompagner pour aller le présenter chez un diffuseur, que j'ai trouvé une ONG pour me faire confiance, pour m'emmener dans ses missions. Donc là, c'était Action contre la faim en 2014 pour aller dans les camps de réfugiés Rohingyas au Bangladesh. Et après, voilà. La visite médicale à l'Institut Pasteur, la veille de mon départ, me décèle un problème au cœur. De retour de mission, je vais chez un cardiologue qui me dit on va faire des examens. Et 3 semaines plus tard, j'étais au bloc opératoire. Donc c'est tout cet enchaînement ping-pong qui m'a fait avoir un déclic. Et puis après, à partir du moment où j'avais écrit un projet, je me suis dit ce projet n'est pas venu à bout. Mais je me suis dit mais en fait, ça m'a donné envie de recréer un autre projet. Et cet autre projet, c'était mon blog, sorti en mars 2015. Et c'est là que j'ai commencé, comme toi, à faire des interviews, beaucoup moins chiadées à l'époque, je débutais, sur quelles sont tes solutions. Donc c'était Kiss Kiss Bank Bank, mais c'est comme ça. Et puis après, c'est pareil, en rencontrant Nicolas Hulot, l'écoutant en conférence, il parle de Pierre Rabhi, la légende du colibri. Je ne savais pas ce que c'était, qui était non plus Pierre Rabhi, d'où il venait, son parcours. Puis après, je suis allée à des forums. Puis là, je me suis dit, mais c'est quoi ces porteurs de projets? Après, on m'emmène dans l'incubateur Make Sense avec des solutions pour lutter contre l'exclusion, etc. Je me dis, mais c'est génial, en fait. Il y a un vivier de solutions qui existe. Et c'est comme ça que petit à petit, voilà, j'ai tendu mon micro. L'écologie, c'est devenu une évidence à partir du moment où, en fait, on est interdépendant de notre santé est interdépendante de ce que nous mangeons, de ce que nous bougeons, de ce que nous respirons. Donc, effectivement, plus les terres sont saines, plus l'air est pur et plus l'eau, il n'y a pas de pesticides. Il y a un article qui vient de sortir sur les perturbateurs endocriniens dans l'eau potable de notre robinet, dans l'eau du robinet. Miam, miam. Voilà. Donc voilà, à partir de là, j'ai eu le déclic et puis après, c'est comme ça que j'ai découvert ce monde de solutions et je me suis dit mais c'est génial, ces gens sont inspirants, ces gens sont des changemakers. Ce serait sympa d'en parler un peu plus dans les médias. Mais j'ai commencé avec 3 bouts de ficelle avec mon blog et petit à petit, voilà. Donc, frustration, déclic, énergie, puis tu n'en manques pas, on l'entend. Voilà. Là, je suis calme à ton micro, je me suis canalisée. Donc, frustration, déclic, énergie, rencontre, passage à l'acte. Est-ce que parmi les démarches que tu as initiées, les projets que tu as portés, il y en a un au service de la transition écologique et solidaire dont tu es particulièrement fière? Ce qui m'a le plus bouleversée, c'est quand je vais sur le terrain. Et effectivement, il y a 2 projets qui m'ont amenée sur le terrain et qui, et je me dis, il y a des impacts. C'est par exemple, la première, c'était avec la fondation Green Ethiopia et la start-up allemande fondée en 2009 de mémoire par Christian Kroll, qui s'appelle Ecosia, qui eux plantent des arbres dans les communautés pour lutter contre l'érosion, mais également apporter de l'eau dans les zones rurales. Donc là, avec eux, j'étais en Éthiopie. Et donc, on le sait avec le moteur de recherche, je crois que c'est 45 recherches équivaut à un arbre planté dans une région du monde, avec bien évidemment les locaux formés et tout. Et ça, j'ai trouvé ça pertinent, efficace. Et j'ai pu voir en Éthiopie qu'en plantant des arbres,
il y avait un peu plus d'eau. Avec de l'eau, ils faisaient des pompes pour faire de la culture de tomates, du coup, c'est-à-dire avoir des revenus plus conséquents. Et puis, avec les revenus plus conséquents, du coup, diversifier leur alimentation. Et également éviter aux filles de passer des heures à aller chercher de l'eau parce qu'en fait, l'eau est à côté de leur petite hutte africaine. Et ça, j'ai trouvé ça, mais juste magnifique. Enfin, en tout cas, pertinent, impactant. Et ensuite, c'est quand la Fondation Maison du Monde, qui, eux, soutiennent des petites structures, bien évidemment, liées cette fois-ci à la préservation de l'environnement. Et leur cœur de business, c'est beaucoup aussi le bois. Donc, du coup, c'est la préservation du bois. Et c'est quand ils m'ont emmené avec notamment leurs équipes en congé solidaire en Amazonie colombienne, faire de l'agroforesterie au sein d'une communauté indigène. Alors là, c'est pareil. Après bouleversement, tant par la luxuriance de cette forêt amazonienne que je ne connaissais pas, vivre coupé de tout, effectivement, avec un peuple indigène. Donc se laver dans l'Amazone, pas d'électricité, pas d'eau potable, c'est de l'eau de pluie. Enfin, c'était exceptionnel. Pas de réseau téléphonique, donc pas de wifi. C'était dingue. Et de dire comment ces peuples-là vivent-ils avec les espèces fruitières et ligneuses. Voilà, on fait la pirogue, on fait des tissus, on fait de l'artisanat, on fait de la teinture, on se nourrit, on se soigne. C'était exceptionnel de voir la puissance aussi de l'arbre dans ces communautés. Donc en fait, ce sont 2 voyages où j'ai pu voir l'impact des arbres en Afrique, l'impact des arbres pour les communautés indigènes en Amazonie, et c'est là que je me suis dit, effectivement, c'est bien de faire de l'arrondi en caisse. Tant d'euros sont récoltés, et si ensuite ça a un impact pour aller former, les indigènes, pour les aider, à partager leur savoir-faire traditionnel sur les atouts de telle et telle espèce pour les communautés, pour se soigner, pour se guérir, toutes ces vertus en fait. Tu as finalement amené le sujet de l'écologie dans le domaine des médias grand public. Qu'est-ce qui fait que tu es la bonne personne pour faire ça ? Je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de journalistes qui, bien évidemment, communiquent sur l'environnement. Après, c'est vrai que je suis dans une petite case que j'aime bien. Le journalisme de solution. Au début, j'ai commencé en disant journaliste green et positive. Aujourd'hui, on parle de journalisme d'impact. Et puis ici, avec cette loi PAC, peut-être que je serai une journaliste à mission. Ça peut être le nouveau terme. Explique-nous, qu'est-ce que ça veut dire être une journaliste à mission ? Eh bien, il y a la loi PAC qui a été promulguée en mai 2019 et en fait elle a 3 étages. Déjà, c'est induit pour toutes les entreprises. On doit tous introduire c'est dans les statuts, prendre en considération les enjeux sociaux et environnementaux. Ensuite, il y a l'inscription de la raison d'être de l'entreprise. Et 3e étage, c'est devenir une entreprise à mission. Donc c'est définir sa mission et ensuite bien évidemment l'induire pour toutes les parties prenantes de l'entreprise, l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et donc si demain je deviens moi-même, donc ce serait une première journaliste à mission, c'est-à-dire que moi-même, je vais avoir un comité de mission qui va suivre mes activités, savoir si je choisis les bons clients, à qui je diffuse ces formations, ces conférences, avec qui je travaille, pour voir ça rentre dans ma mission, qui n'est pas encore définie, donc je ne peux pas la partager à ce jour. Mais voilà, donc c'est challenging. C'est challenging. En tant que journaliste d'impact, journaliste à mission. C'est peut-être que dans 2 ans, il y aura des formations dans les écoles de journalisme pour devenir journaliste à mission. Donc je trouve que c'est en train de changer aussi. Et si je suis l'une des premières, très bien. Donc moi-même, je vais me challenger. Et qu'est-ce qui te motive comme ça à essayer d'être la première à apporter là, tu viens d'apporter l'émission Raison d'être au sein de BFM Business. C'était un sujet qui n'était pas jusqu'alors sur la chaîne. Tu vas être la première journaliste à mission. Quel est le moteur derrière ça ? C'est pas une question d'être première ou deuxième, c'est une question de le faire. Je pense que c'est surtout de le faire. Et je ne me compare jamais. Chaque fois, on me dit, etc. Je ne me compare absolument pas. S'il y a bien une journaliste que je rêve de rencontrer, elle est américaine, elle s'appelle Oprah Winfrey. Et c'est elle que j'admire. Sinon, donc c'est pas une question d'être première, c'est une question de m'écouter et de qui je suis. Et je pense qu'on est tous différents. Et donc, ça fait partie peut-être de ma personnalité, en tout cas de mon envie. Moi, j'ai un parcours de vie assez atypique. Je me suis fait ma case.
la vie qui m'a amené à faire du journalisme d'impact, c'est le fait de côtoyer l'humanitaire qui m'a fait avoir mon propre déclic, le fait d'avoir rencontré plein de personnalités proches de l'environnement qui m'ont fait avoir mon propre impact, c'est rencontrer des personnes qui m'ont fait, en fait, j'ai changé de régime alimentaire, je ne mange plus d'animaux depuis 7 ans. Enfin voilà, ce sont à chaque fois des rencontres qui résonnent et voilà, il n'y a pas de j'ai envie d'être la première. Non, je m'écoute et dans ma logique, en tout cas d'évolution professionnelle et même personnelle, peut-être voilà, j'aurai une satisfaction en disant mais en tout cas voilà, j'ai fait la démarche et si je suis la première à le faire, tant mieux. Et sinon c'est pas grave, mais en tout cas ce serait en ligne avec qui je suis et surtout en lien avec mon business. Et mon business est une passion, donc c'est un peu aussi lié à ma personnalité. Donc, tu t'écoutes. C'est important. C'est le moteur pour toi, et c'est comme ça que tu prends tes décisions. Je pense qu'il y a énormément aujourd'hui de personnes qui cherchent à mieux s'écouter, qui font de la méditation, qui cheminent pour arriver à s'écouter. C'est une compétence en soi. Comment tu fais? Quel est ton secret? Pour m'écouter, en fait, ça s'appelle l'intuition. Et quand quelque chose ne me plaît pas, j'y vais pas. Et quand quelque chose me challenge et qui m'intéresse, du coup, j'ai envie d'y aller. Parce que moi, en fait, plus on me challenge, mieux c'est. Enfin, en tout cas, ça me titille, le challenge. Et en fait, ce sont 2 amis qui m'ont fait avoir ce déclic en me disant, mais tu interroges des dirigeants sur leur raison d'être et l'entreprise, et toi, cocotte? Et je suis là, oui, moi, je vends pas de produits. Finalement, si, je suis aussi un peu, je suis conférencière, auteure, bientôt, j'irai dans les écoles, donc, et dans les entreprises pour donner donc effectivement, je pourrais moi-même, donc, s'écouter, c'est seulement aller là où, en fait, on est bien, on se sent bien. Et en fait, on est passionné par telle ou telle activité. C'est ça, en fait, s'écouter. C'est pas, je pense qu'on avance, pas s'écouter le cœur, mais si, c'est qu'est-ce que j'aime faire? Moi aujourd'hui, j'ai trouvé mon secteur et comment je peux moi-même m'améliorer. Et du coup, oui, pourquoi pas me lancer? Donc je pense que s'écouter, c'est seulement là, voilà, c'est écouter ses envies. Et ces envies, c'est hyper personnel. Donc c'est pour ça que le conseil là-dessus que je pourrais peut-être partager, c'est de dire ne pas demander trop d'avis quand on veut se lancer, faire quelque chose, parce que les personnes ne sont pas vous. Voilà, il y en a, tu vois, il y en a qui, par exemple, de dire oui, je vais quitter Paris pour vivre en province. Un vrai Parisien, enfin en tout cas quelqu'un qui adore le milieu urbain, pas forcément. Par exemple, on parlait de bivouaquer tout à l'heure, c'est pas le rêve de tout le monde de bivouaquer. Ça peut être le rêve de ça. Donc c'est pour ça que c'est pareil pour se lancer, ceux qui veulent quitter des grands groupes pour se lancer dans l'entrepreneuriat. En fait, ça dépend de la personnalité. Est-ce qu'on a une personnalité à la Mike Horn où effectivement, parce qu'il le dit beaucoup en conférence, j'y vais, je suis sur la crête, je me mets en risque, mais j'aime ce que je fais parce que le train-train quotidien, une vie linéaire ne m'intéresse pas. Et donc une personne qui a envie d'avoir son train-train quotidien, sa comfort zone qui ne bouge jamais, sa routine, forcément n'y va pas, c'est pas secure et pense à voilà. Et quelqu'un qui a plus un tempérament en disant j'ai envie de me challenger, ma routine j'en ai marre, j'ai envie de vas-y. Donc c'est pour ça que quand on se lance, peut-être se demander quelques avis. C'est vrai que c'est toujours plus facile d'avoir quand on a les avis des amis qui nous ressemblent au niveau de notre personnalité, mais je pense que ça peut être un frein d'écouter trop de gens qui en plus ne sont pas vous en fait. On n'a pas les mêmes passions, les mêmes envies, les mêmes ambitions professionnelles, donc c'est assez délicat. Et d'avoir 10 000 moi j'ai écouté personne en fait. Quand j'ai quitté ma rédaction et que je me suis lancée, j'ai quitté personne et au finalement, 8 mois plus tard, je me suis rendu compte que quand j'étais à la clinique, que ça m'a sauvée. Alors que tout le monde m'aurait dit, mais Cyrielle, tu vas payer comment ton loyer, t'as aucun revenu, tu vas être au chomage. Et heureusement que finalement, j'ai demandé l'avis de personne. Je me suis faite toute seule, mais sauf que 8 mois plus tard, c'est peut-être ma volonté, ma folie qui m'a amenée finalement à me guérir en tout cas. Le premier step, c'était la guérison. Ça faisait partie de mon, je sais pas, de mon karma, de ma destinée, ou du hasard pour certains, pour ceux qui y croient. Mais voilà, peu importe. Mais c'est de pas avoir trop d'avis parce que après, je pense que ça peut être un frein. Et tu disais finalement, il faut faire les choses quand on le sent bien. C'est quoi les signaux?
C'est quoi se sentir bien avec quelque chose, avec une décision? C'est quand tout s'enchaîne, on appelle ça synchronicité. C'est vous allez rencontrer quelqu'un qui va me dire tiens ça me fait penser à telle personne va vous dire oui avec grand plaisir tiens prends rendez-vous avec un tel et c'est là qu'on voit que tout s'enchaîne et en fait c'est un cercle vertueux, je sais pas comment dire ça mais de dire que ça va je sais pas comment dire ça, tu vois, là on parlait toutes les deux, on est en la recherche d'un éditeur, peut-être que voilà toutes les deux on arrive au même moment, ça fait 18 mois qu'on s'est pas vu, 12 mois. Tiens, on arrive au même moment. Trop longtemps de toute façon. Trop longtemps de toute manière. Mais voilà, je sais pas, c'est hyper personnel. Chacun va y voir des signes ou pas, pour ceux qui y croient ou pas, ou des synchronicités. Mais c'est de se dire, voilà, j'ai envie, allez voir des personnes qui font la même chose que vous, qui peuvent vous aider, vous conseiller, et ensuite, en plus, vous faire plein de rencontres qui peuvent vous faire avancer pour aboutir à votre projet. Comment tu as appris ton métier ? Pas celui que tu t'es créé. Sur le terrain, au gré des rencontres. C'est vrai que je me suis formée. J'ai fait des écoles de communication, j'ai fait l'ISCOM, j'ai fait les FAP. Mais après, c'est beaucoup sur le terrain aussi. Apprendre à faire un interview, contact de journalistes. J'en faisais déjà dans mes écoles, mais c'est vrai que c'est vachement formateur quand on est nous-mêmes. On écrit notre interview, on est en montage, on le fait, on en fait 10, 15, 20, 50 en une saison, puis voilà, on en a fait 300 en 3 ans, et c'est hyper formateur, donc c'est bien d'apprendre à l'école, mais c'est encore mieux ensuite quand on le fait vite, très rapidement, et puis après, on choisit ses propres sujets, et après, donc c'est là on choisit sa spécialité, mais je pense que ça s'est fait... au gré des opportunités, aller à tel forum, il y a telle personnalité engagée, du coup je me suis retrouvée, et puis c'est comme ça qu'au bout d'un moment, ça fait des centaines et des centaines de changemakers derrière, en 5 ans, voilà. Et comment tu te formes encore actuellement ? Je me forme beaucoup aujourd'hui, comme j'interviewe des dirigeants aujourd'hui, notamment de grands groupes, je me forme par rapport à l'actualité et par rapport à tout leur engagement. Et comme on est, c'est tout nouveau, c'est très raison d'être. C'est pour 2 ans, pour les premiers qui ont même déclaré leur raison d'être avant même que la loi sorte. Donc c'est tout nouveau pour tout le monde. Donc là, en fait, il n'y a pas de je suis une spéciale. Non, en fait, la raison d'être, la loi Pacte, elle est sortie il y a 1 an, donc. Donc voilà, je me forme tous les jours et je rebondis sur l'actualité et puis voilà, c'est formateur parce qu'on apprend tous en ce moment ce qu'est cette nouvelle économie liée à la raison d'être de nos entreprises, à toute cette quête, toutes ces démarches de labellisation Bicorp. Là, Valrhona, les chocolats Valrhona sont Bicorp. WeTransfer vient de devenir Bicorp. Volvic vient de devenir Bicorp. Yves Rocher est en cours de certification. Occitane vient de me dire qu'il était pareil en cours de certification. Donc, en fait, c'est cette quête de l'engagement. Donc, je pense que c'est le bon moment. J'espère que ça peut inspirer beaucoup de futurs journalistes, de podcasteurs, etc., de youtubeurs à se mettre là-dedans en disant allons voir les gens, les aventuriers, les sportifs, tous ceux qui sont en lien avec un élément de soit ou du monde du business ou de la nature, mais en tout cas qui apportent leur contribution pour la préserver, pour préserver les hommes, mais également toute la biodiversité, l'environnement, etc. Tu es pleine d'énergie, tout en sourire. Qu'est-ce qui te coûte de l'énergie ? Qu'est-ce qui me coûte, c'est-à-dire ? Qu'est-ce qui te fait perdre de l'énergie ? Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie ? C'est une bonne question. Je ne sais pas si ça t'arrive parfois. Qu'est-ce qui me fait perdre de l'énergie C'est mon côté perso. Voilà, c'est tout ce qui est ma vie personnelle, parfois familiale. Voilà, c'est ça en fait. Voilà, c'est lié à l'enfance. Je pense que c'est ça. Et qu'est-ce qui t'en donne de l'énergie ? Alors, qu'est-ce qui m'en donne ? C'est beaucoup mon métier. Du coup, mes amis, mes familles de cœur et puis les gens que je rencontre me boostent, me donnent de l'énergie. Ils me partagent l'amour de leur métier, l'amour de leur savoir-faire, leur amour de heal the world, de penser nos mots et de
pour vivre dans une société plus juste, plus égalitaire, plus durable, plus saine, plus propre, plus prospère. Donc c'est ça qui me donne de l'énergie en fait, c'est d'écouter des phrases positives à chaque fois que je pose des questions. Peu importe que ce soit un entrepreneur social ou que ce soit un dirigeant, chaque fois il y a l'envie de réduire son empreinte carbone, d'atteindre la neutralité carbone, de faire du plastique recyclé, de soutenir les agriculteurs ou les producteurs locaux. Enfin, tout ça, c'est ça qui me donne de l'énergie parce que chaque fois on me répond moi du positif. Dans mon micro quand même, c'est vrai que c'est cette particularité où on me donne que des solutions et des envies positives, inspirantes pour soigner le monde d'après en fait. Donc ça me donne beaucoup d'énergie. Est-ce que tu aurais en tête un projet qui n'aurait pas abouti, auquel tu tenais beaucoup au service de la transition écologique et solidaire, et pourquoi ? Pas forcément. C'est les projets que j'avais coécrits avec des producteurs télé. Mon premier projet humanitaire en 2014 ne s'est pas fait pour X raisons. J'avais écrit d'autres projets à la quête de solutions à travers le monde. Pareil, des projets mais bon, moi je crois qu'il n'y a pas de hasard et que quand des projets ne se font pas, c'est pas grave parce qu'il y en a d'autres qui arrivent, il y a d'autres connexions, les gens en plus changent de poste, donc moi là-dessus, je suis vraiment à l'américaine en fait. À l'américaine, on va regarder ce que vous avez pas fait pour dire il a connu tel ou tel échec, ça y est, il est prêt maintenant, il est baqué, il est paré, il a les reins solides, on y va. Donc j'ai plein de projets qui n'ont pas abouti et c'est pas grave parce qu'en fait d'autres sont nés. Et aujourd'hui effectivement ceux sur lesquels je suis sont vraiment en ligne avec ce que j'ai envie de faire. Et après j'envoie des signaux à l'univers sur les projets auxquels j'aimerais participer. On verra si ça se fait. Mais je crois à la pensée positive, je crois au pouvoir de la visualisation et je crois aussi au fait de se projeter au lieu de ruminer, de dire je n'ai pas réussi à faire ça, etc. Ça sert à rien de ruminer, ça fera pas changer le passé. En revanche, il y a peut-être le présent qu'on peut changer, on change son mindset et on se projette là où on veut être. Ça, c'est surtout, je pense, important, mais c'est comme dans la vie personnelle. Si on est avec quelqu'un et on pense déjà au divorce, voilà. Mais si on se dit, avec cette personne, je veux construire une famille, ce sera mon épaule, allons-y. On se projette de manière positive au lieu de, c'est pareil dans le milieu business, dans le pro, en tout cas, c'est pareil, quand on a une maladie, c'est très dur. Moi, bien évidemment, je dis ça alors que quand on m'a appris que j'étais née mal formée, j'ai pensé tout de suite à la mort. Forcément, c'est pas non plus comme si ça arrivait tous les jours. Donc non, il faut se l'inculquer. Moi-même, je me le suis pas inculqué à 26-27 ans. Et ça m'a permis d'avoir mes propres déclics internes, de travailler sur moi-même, et sur ma relation à la vie aussi. Et donc voilà. Et tu as besoin de quoi maintenant pour continuer ? J'ai besoin de grandir, de faire d'autres projets, d'écrire donc un prochain livre là-dessus, de donner de plus en plus de conférences. Peut-être après, je viendrai à moi-même à la production du visuel, peut-être via des documentaires. J'aimerais aussi avoir une fondation, gérer une fondation, la mienne ou pas d'ailleurs, mais pareil, avoir de l'impact sur des projets en France et à l'étranger, et sur quel thème, pour moi c'est toujours préservation de l'environnement, de la biodiversité et des hommes et des femmes surtout. Donc voilà, ça c'est des signaux que j'envoie et on verra. Tu mènes beaucoup d'interviews au sujet des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Est-ce qu'il y en a un ou plusieurs sur lesquels tu es particulièrement sensible ? Alors, l'accès à l'éducation, l'égalité hommes et femmes. Après, je l'ai vu parce que moi-même, j'ai été confrontée, donc c'est facile, mais c'est l'accès à l'eau potable. Voilà, quand on est dans les milieux ruraux en Éthiopie, dans les huttes africaines, il n'y a pas de robinet, donc là on voit la complexité, qu'on est véritablement sur le terrain pendant des jours et des jours et des jours. Pareil en Amazonie, c'est de l'eau de pluie qu'on boit, donc c'est vrai que c'est pas, quand on revient ici, ça fait donc voilà, quand on est vraiment confronté à la réalité, pareil dans les camps de réfugiés, pareil je l'ai vu à Kibera, dans le plus grand bidonville africain. Voilà, l'accès à des sanitaires, des latrines pour que les filles puissent aller à l'école. L'accès aussi, je sais pas dans les objectifs, mais c'est englobé, mais c'est aussi
les serviettes hygiéniques chez les femmes, non mais chez les petites filles, parce que si elles ont leurs règles, elles vont pas à l'école, moyens de contraception, enfin il y a tout ça aussi. Enfin, je pense que c'est beaucoup lié à l'enfance, aux petites filles, aux enfants, aux femmes. Et mais bon, tout. Et puis la protection des animaux, moi-même je les mange plus, donc c'est pas pour continuer à les tuer, à les chasser ou à se faire de l'ivoire avec l'ivoire des avec toutes les chasses aux rhinocéros, aux éléphants, etc. Donc, bien évidemment, protection de la biodiversité, sans nos pesticides, aussi pour nos pollinisateurs et tout ça. Mais il y en a beaucoup, bien évidemment tous, mais bon, tous ceux, les problématiques que j'ai pu confronter sur le terrain, forcément, me touchent plus parce que je l'ai vécu. En une phrase, quel serait ton canary call à toi du moment ? Trouver sa propre raison d'être. Quelque chose autour de la raison d'être. Ouais. Mais je pense que toi qui es une future formatrice, la raison d'être, c'est vrai qu'elle est interne. Qui sommes-nous en fait ? Qui sommes-nous pour quoi faire ensuite ? Pour faire quoi ? Et trouver sa propre raison d'être avant même ensuite, pour ensuite trouver la raison d'être de son business par exemple. Mais quelle serait notre raison d'être, et c'est ce que je faisais dans mes premiers TEDx. Effectivement, c'était le call to action ou le mission calling, je sais pas comment, mais c'est ça en fait, se trouver soi-même pour savoir qu'est-ce qu'on a envie de faire, quel est l'impact qu'on veut laisser, et je sais pas comment le résumer, mais ce serait autour de la raison d'être. Merci. Pour conclure, quel titre, quelle musique notre échange t'évoque-t-il ? Comme ça, par hasard, Heal the World. Je m'en doutais un petit peu. Ta façon positive et énergique de communiquer sur l'urgence à agir au service de la transition écologique et solidaire me touche beaucoup. Tu fais vraiment partie des personnes qui ont fait le déclic pour moi. J'espère que notre interview donnera envie à plein de gens de s'engager. Merci Cyrielle. Merci beaucoup Perrine, et merci à tous, et continue ce que tu fais, parce que moi je te le retourne, mais tu m'inspires. Ça fait 2 ans qu'on se connaît et tu n'arrêtes jamais, tu es active, et je pense que tu es aussi une visionnaire dans ce que tu entreprends, et donc moi j'invite aussi à tes auditeurs de te suivre, parce que tu es innovante et tu es impressionnante. Voilà. Merci pour le cadeau, et vive les Canaries. Vive les Canaries. J'espère que vous avez eu autant d'intérêt que moi à écouter mon invité. L'objectif de ces rencontres est de comprendre comment identifier, recruter, développer et protéger ces pionniers de la transition écologique et solidaire. Si comme moi, vous êtes convaincus qu'il faut écouter l'alerte de ces Canaries et passer à l'action, aidez-moi à dénicher et valoriser ces femmes et ces hommes de l'ombre qui font bouger les lignes au sein des entreprises. N'hésitez pas à me soumettre des noms de personnes ou à me mettre en relation via mes réseaux sociaux. Vous retrouverez les notes de ces entretiens sur la page LinkedIn dédiée Canary Call. Merci pour votre écoute, à très vite pour une nouvelle rencontre.